cette séance est consacrée à la conservation de la mémoire, essentiellement. Bien entendu, rien n'interdit de revenir sur des thèmes qui ont été traités dans les deux précédentes séances. Et je remercie, bien entendu, les intervenants. Madame Kuhn, qui est chargée de recherche au CNRS, qui a contribué à un ouvrage, ou qui a co-dirigé un ouvrage, je crois, sur les Arméniens, paru aux éditions Attribut en 2011, je crois. En 2010. En 2010. Voilà, et qui a soutenu récemment sa thèse sur le sujet qu'elle va traiter cet après-midi. Vous connaissez tous M. Kendal Kezan, président de l'Institut kurde de Paris, figure historique de Paris, je dirais, depuis des années et des années, voilà, et grand défenseur de la cause de son peuple, qui va intervenir sur l'Institut kurde de Paris et le travail qu'il mène. Enfin, M. Antoine Fleifel, libanais, professeur franco-libanais, oui, et qui est chargé de cours au prof à l'université catholique. Je suis maître de conférence. Maître de conférence à l'université catholique de Lille. Bon, je vous donne un titre supérieur, très bien, et qui est l'auteur de plusieurs ouvrages, parus notamment à l'Harmattan, le dernier étant Géopolitique des chrétiens d'Orient, paru en 2013, mais il a aussi écrit 2 livres, je crois, parus chez l'Harmattan aussi, sur le dialectal libanais. Vous avez fait 2 seulement. 3. Bon, dont un sur la conjugaison, vous voyez. Bon. Donc, je commence par passer la parole à Madame Kuhn, qui va parler exactement du titre « Du Caucase à Paris, un autre exil arménien ». Alors, chacun interviendra une vingtaine de minutes pour laisser à la salle la possibilité d'intervenir à la fin, de lui donner au moins une demi-heure. OK ? Et je me permettrai éventuellement de poser quelques questions à la fin des interventions. Alors, la parole est à vous. Oui, merci beaucoup. Je commence par remercier donc l'IREMO de son invitation. Je tiens juste à préciser que pour donc cette dernière table ronde de la journée qui s'intitule « Faire vivre sa communauté et transmettre une mémoire collective », je ne vais pas présenter le sujet qui est mentionné dans le programme, qui était en fait un titre provisoire qu'on avait inscrit comme ça avant l'été. Mais donc j'ai recentré mon propos sur un peu en accord avec le sujet de la table. Et donc j'ai décidé de revenir en fait sur la question de la place cardinale de la mémoire du génocide arménien de 1915, donc dans la conscience diasporique arménienne. Et j'ai intitulé mon intervention « Se réunir face à l'histoire, l'enjeu du deuil pour les élites arméniennes issues de l'empire tsariste ». Et donc, quand je dis que j'ai souhaité revenir à cette position cardinale qu'occupe le génocide, c'est non pas pour en discuter, on va voir la carte tout à l'heure, mais c'est donc non pas pour en discuter la position centrale, mais pour tenter d'éclairer le processus de mise en mémoire par lequel cet événement, qui a d'abord été inscrit, si vous voulez, dans le patrimoine traumatique des familles dispersées, est devenu l'expression même d'une origine commune, permettant à une collectivité exilée de se penser rétroactivement, son unité. Et donc, si l'on suit les enseignements de Max Weber, toute collectivité humaine, tout groupe ethnique ou national se singularise par ce qu'il appelle une croyance subjective à une communauté d'origine. Et comme on l'a dit déjà ce matin, pour les membres de la diaspora, ce point focal de l'origine est situé dans le temps, c'est dans le temps historique, c'est 1915, qui est en quelque sorte donc ce grand Big Bang du génocide, qui incarne un double point de rupture et de recommencement hors frontières des destinées collectives. Et c'est cette position charnière du génocide qui en fait ce que Paul Ricoeur appelle, lui, un événement fondateur d'histoire. Voilà, c'est pas ça du tout que je discute là. Mais le cas arménien a ceci d'extrêmement intéressant à mon sens, c'est que le cours de l'histoire avait depuis des siècles en réalité fragmenté ce qu'on appelle l'Arménie historique entre des puissances rivales.
Et si bien qu'en examinant de près, si vous voulez, l'espace originel des départs, on s'aperçoit qu'en fait la configuration initiale qui précède donc la grande dispersion n'est précisément pas celle du berceau national homogène et unifié, comme vous le montre cette carte, donc, qui représente la population arménienne en 1914, donc à la veille de la première, enfin juste au moment où la Première Guerre mondiale éclate et où donc il va y avoir ce grand basculement. Vous voyez que les Arméniens sont donc au carrefour donc de trois empires, hein, la Perse, l'Empire ottoman et, alors vous avez uniquement la partie la plus méridionale, une fraction du Caucase, hein, qui appartient là-haut au nord à la Russie, et la Russie tsariste, qui est donc la dernière arrivée dans la région. Et donc vous voyez que c'était des sujets d'empire, ils n'étaient pas rassemblés au sein d'une même entité politique, étatique. Et cette partition pluriséculaire de l'Arménie historique est à l'origine d'une distinction fondamentale entre, d'une part, l'Arménie occidentale qui est intégrée à l'Empire ottoman et, d'autre part, l'Arménie orientale, donc pendant longtemps intégrée à la Perse et qui passe sous domination russe au début du XIXe siècle. Or, il s'avère que la Première Guerre mondiale a frappé différemment toutes ces communautés arméniennes, selon le côté de la frontière où elles se trouvaient. Bien évidemment, côté ottoman, donc l'Arménie occidentale est abolie une première fois, si je puis dire, entre donc 1915 et 1917 par la suppression physique de ses habitants, puis elle le sera une seconde fois par les traités de paix, je pense au traité de Lausanne. Et à quelques encablures de là, les Arméniens sous sujétion russe, eux, sont restés hors de portée, si vous voulez, en partie, hein, on va le voir après, mais en partie hors d'atteinte de ce processus criminel. Ils ont néanmoins connu la révolution bolchevique, hein, ils sont sujets tsaristes, et certains qui étaient directement menacés par les bolcheviks se sont exilés lors de la soviétisation du Caucase par l'armée rouge vers 1920. Et pour ma part, puisqu'on évoquait tout à l'heure ma thèse, c'est à partir de cette autre scène de violence que j'ai abordé l'histoire de la grande diaspora, en me penchant donc sur les trajectoires d'exil de ces Arméniens issus de l'Empire tsariste, et qui étaient pour l'essentiel des élites politiques, intellectuelles, économiques, qui étaient russophones, sinon russifiés, et parfois convertis à l'orthodoxie. Et parmi les enjeux de cette étude, donc j'ai cherché à penser la genèse de la grande diaspora à partir des confins impériaux et à partir des clivages hérités de l'histoire, et non pas à partir donc d'un postulat d'unité originelle. Pour ensuite essayer de savoir si, dans le contexte nouveau de l'expatriation en France, ces Arméniens du Caucase, qui au départ étaient membres à part entière de l'émigration russe, qui était anti-bolchevique, donneraient à leur histoire le sens rétroactif d'une communauté de destin avec justement les Arméniens d'en face, c'est-à-dire les rescapés du génocide qui, eux aussi, s'étaient, et d'ailleurs beaucoup plus massivement, réfugiés en France. On n'a pas du tout le même poids démographique. Les Arméniens qui quittent la Russie, donc enfin le Caucase soviétisé, enfin ceux que j'ai étudiés, donc les élites, ça n'est qu'une portion infime, hein, ça n'est jamais que quelques centaines de familles. Donc ça n'a rien à voir avec les flux de population dont vous parlez ce matin, Raymond Kevorkian. Donc il y a un déséquilibre qui en soi est le résultat aussi de ces violences. Hein. Bon, je ne développe pas davantage, mais la question qui se profilait derrière donc, ces flux, c'était celle de savoir si, elle concernait directement l'encadrement spirituel, politique et intellectuel de la communauté naissante. Et donc pour le comprendre, ce matin, Amit Bozarslan parlait d'un vide ontologique, du vide ontologique dans lequel s'étaient retrouvés les rescapés. Mais il faut bien voir que ce vide donc, a des répercussions concrètes sur les existences mêmes de ces populations réduites au silence, réduites à l'exil, à l'apatridie et aussi à la misère matérielle, puisqu'ils étaient donc spoliés intégralement, sans la moindre compensation. Et par ailleurs, il y avait un déficit d'encadrement, puisque dans l'Empire ottoman, les élites, les notables, les religieux, enfin voilà, toutes les structures d'encadrement,
enfin, voilà, les notables furent les premiers arrêtés en avril 1915 et les premiers déportés. Et donc dans l'Empire ottoman, la communauté a vraiment péri par le haut, si je puis dire, par la tête. Et du coup, j'ai cherché à savoir si ces fameuses élites originaires du Caucase, qui, elles, avaient pu davantage se sauver et puis avaient les moyens de partir, enfin, avaient leurs propres moyens, leur propre réseau migratoire, ces élites-là, une fois arrivées à Paris, elles seraient en contact avec donc cette diaspora naissante, et j'ai essayé de savoir si, fortes de leurs nombreux atouts, de leurs capitaux, elles se présenteraient en leader naturel de donc justement cette nation dispersée. Et surtout, quelle serait leur légitimité à incarner de la sorte une forme d'unité nationale, alors qu'elles venaient d'une autre scène politique et d'une autre rupture. Et donc, au sein de tout ce questionnement, la question que je retiens ici dans le cadre donc, de cette intervention, c'est de se demander si des exilés issus d'une autre rupture historique ont pu observer leur propre passé à travers le prisme du génocide, faisant ainsi du malheur voisin un malheur en partage. Et donc ça touche vraiment à la question clé aussi du récit commun et de la mémoire commune au sein d'une diaspora. Et donc se pouvait-il que ces exilés anti-bolcheviques qui donc faisaient partie de l'émigration russe, comme je le disais tout à l'heure, finalement aient porté la mémoire des morts du génocide et aient pris part à la production du grand récit commun. Et dans l'affirmative, il fallait également éclaircir, et ce que je vais vous donner quelques éléments, les enjeux collectifs et politiques auxquels répondait cette aptitude à souffrir en commun. Et donc, pour avancer quelques éléments de réponse, je partirai en fait de l'action de ces élites originaires du Caucase sur la scène publique, sur la scène diplomatique, lors de la conférence de la paix qui s'est ouverte à Paris en janvier 1919. Donc je dois faire encore un point de clarification. Et ici, je passe à ma seconde diapositive. Ouais, c'est ça. La précédente, donc pour vous montrer voilà, qu'en fait, à la faveur des circonstances, donc de la guerre et de la révolution bolchevique, vous savez que le Caucase prend son indépendance et qu'il y a 3 républiques indépendantes qui se proclament, qui se séparent donc de la Russie, et donc la Géorgie, notamment l'Azerbaïdjan puis l'Arménie en mai 1918. Et donc, toutes ces jeunes républiques cherchent à asseoir leur légitimité en ayant des représentations à Paris, et elles s'empressent d'envoyer des délégués pour peser sur le cours de la conférence de la paix. Et donc, en arrivant à Paris, donc en fait, c'est le gouvernement de Yerevan envoie un représentant qui s'appelle Avetis Saraonian. Et quand il arrive à Paris, il y a déjà une délégation en place, donc représenter la délégation nationale arménienne, qui est donc présidée par Boros Noubar-Pacha et qui est à Paris depuis 1912 et qui est censée défendre les intérêts des Arméniens ottomans. Et quand donc cette nouvelle délégation donc, de la jeune République caucasienne arrive, elle est évidemment très mal reçue par donc les Arméniens de la délégation nationale. Et les sources nous apprennent que durant la conférence de la paix, ces Caucasiens censés représenter le gouvernement de Yerevan, donc censés défendre avant tout les intérêts de leur petite république, se sont aussi fait les médiateurs des victimes arméniennes en essayant d'alerter les hommes politiques et l'opinion publique sur les massacres perpétrés dans l'Empire ottoman. Et je vous en donne un indice. Donc c'est une lettre que j'ai retrouvée pliée à l'intérieur d'un ouvrage qui est conservé. Je vous le mets, voilà. C'est le premier, celui de Madame Kaptanian, Mémoire d'une déportée arménienne. Et bon, il a été réimprimé en 2010 et il s'avère qu'il y a un exemplaire de ces mémoires qui se trouve à la BDIC à Nanterre. Et donc, quand j'ai demandé l'exemplaire, j'ai trouvé une lettre donc de Avetis Saraonian, dont je vous parlais tout à l'heure, donc le représentant de la République arménienne. Et donc son auteur est une femme originaire de l'Arménie turque, et elle raconte la déportation en se plaignant de ne pas avoir la plume d'Avetis Saraonian, justement, qui est par ailleurs écrivain. Et donc, comme par un fait exprès, on a dans cet ouvrage une lettre d'Avetis Saraonian qui est destinée à une femme dont le nom n'est pas précisé,
mais qui, d'après les demandes que lui adresse Araonian, devait être une personnalité influente et probablement une femme membre de la Ligue des droits de l'homme, puisque en plus la BDIC conserve les archives de la Ligue des droits de l'homme. Et je pense probablement à Aline Ménard-Dorian, qui était une figure éminente de la LDH. Et il lui écrit qu'il attend d'elle qu'elle s'implique vraiment haut et fort en faveur de la cause arménienne. Il lui adresse une lettre de 2 pages dactylographiée, dont je vous cite quelques courts extraits. Il lui dit « Veuillez lire, madame, ce petit livre qui vous donnera une faible idée de ce que fut le calvaire arménien en Turquie. Vous ne retiendrez pas, nous en sommes certains, des cris de révolte et d'indignation. D'une manière ou d'une autre, vous dénoncerez ces crimes à l'opinion, au monde féminin, au monde civilisé. Vous rendrez ainsi un notable service à notre cause, etc. » Et il dit « Il nous est très pénible d'avoir à dire qu'après tant de souffrances et depuis la victoire des Alliés, il y a encore 50 000 jeunes filles et femmes arméniennes dans les harems turcs et dans les déserts arabes, dont parlait ce matin Raymond Kevorkian. Elles maudissent leur sort, attendant vainement une délivrance qui leur est hélas refusée par les Alliés vainqueurs. Et donc c'est entre vos mains que nous remettons la cause de toutes ces femmes malheureuses. Nous espérons que vous voudrez bien élever votre voix en faveur de vos sœurs si atrocement martyrisées. » Et puis il signe la lettre en tant que président de la délégation de la République arménienne. Mais vous voyez qu'il se positionne sur un autre champ, vraiment en porte-parole de la nation telle qu'elle se trouve au moment où il écrit, en miettes. Voilà. Mais et du coup, il empiète aussi sur les prérogatives de Boros Noubar-Pacha. Un autre Arménien originaire du sud de la Russie, donc un dénommé Krikor Tchahulchan, le livre rouge, donc a écrit, lui aussi, a contribué, si vous voulez, à dénoncer les crimes commis dans l'Empire ottoman, en rédigeant le livre rouge, là aussi dans l'intention de peser sur le cours de la conférence de la paix. Mais c'est très intéressant de voir que là, à la différence de Madame Kaptanian, qui se concentrait sur son itinéraire de déportation, qui le racontait en fait un peu au ras du sol, Monsieur Tchahulchan, lui, adopte une position de surplomb. De fait, il n'est pas rescapé. Et donc, on le voit dans son écriture même, qui en soi est révélatrice de son extériorité, en fait, par rapport à la scène génocidaire. Mais ça lui permet aussi d'avoir un autre type de réflexion. Et de là où il est, donc légèrement à l'écart, depuis en fait, sa table de travail, et en compilant des sources russes qu'il cite, notamment des articles, eh bien, il embrasse l'ensemble des fronts où le peuple arménien a été éprouvé pendant la guerre. Et donc, il parle des massacres de Bakou sur la Caspienne. Et donc, il donne un continuum, comme ça, le tableau d'un continuum de violence depuis donc le Caucase jusqu'au désert de Mésopotamie. Et l'enjeu pour l'auteur, eh bien, d'affirmer l'unicité des destinées arméniennes. Et je cite une phrase clé. Il dit « Ce qui frappe avant tout dans ces horreurs arméniennes, c'est le système ». Il écrit « système » en lettres majuscules. Ça revient à plusieurs reprises. Il parle d'un système meurtrier, bien ordonné, dit-il, mis en œuvre à la fois dans l'Empire ottoman entre 1915 et 16, et puis il insiste aussi au Caucase, lors des grandes offensives turques en 1918 et 1920, qui ont entraîné de nouveaux massacres contre la population arménienne. Et ce qui est vraiment intéressant dans son texte, c'est, j'insiste là-dessus, c'est la position de l'auteur qui se tient à la périphérie du théâtre génocidaire, qui observe tous les massacres secondaires et peut de là en tirer une leçon, une réflexion sur l'indivisibilité des Arméniens face à la persécution. Et il en vient clairement à définir un ennemi commun. Donc lui, par exemple, pourtant il a fui les bolcheviks, mais il n'en parle pas. Enfin, c'est pas là le problème pour lui. Il parle du régime turc qui a fait des émules et a pourchassé les Arméniens au-delà des frontières, en fait. Donc vous voyez comment la frontière se résorbe dans la compréhension de ce qui est arrivé pendant la guerre. Ce qui est intéressant, c'est par ailleurs, il n'était pas le seul à faire cette analyse et que par la suite, bon nombre de spécialistes du génocide ont accrédité cette thèse d'une matrice commune aux violences commises dans l'ensemble de la région, à l'intersection donc des empires. Alors, je bascule maintenant à la scène communautaire, et pour parler de la question des commémorations du génocide chaque 24 avril, qui se sont longtemps déroulées dans des lieux clos. Et comme le disait également Hamid Bozarslan ce matin, c'est vraiment 65, c'est la date charnière, c'est le moment où les Arméniens sortent dans la rue de manière plus impressionnante, surtout à Yerevan,
les Arméniens à la fois de la diaspora et de Yerevan. Et donc, cette sortie dans la rue marque vraiment l'entrée dans une ère nouvelle de la commémoration, où on voit que la diaspora, qui était jusque-là divisée entre globalement pro- et anti-soviétique, pour faire vite, c'est-à-dire entre ceux qui reconnaissaient le bien fondé, la légitimité du régime soviétique en Arménie, et ceux qui réclamaient au contraire la libération et l'indépendance de l'Arménie, donc caucasienne, si vous voulez, et sa réunion au territoire de l'Arménie turque, en application du traité de Sèvres. Et désormais, avec donc ce nouvel âge donc de l'action collective, c'est vrai que la diaspora resserre davantage ses rangs autour du génocide, qu'elle est tournée donc vers la lutte pour sa reconnaissance internationale, et que le génocide devient, d'abord il est nommé comme tel, et devient catalyseur du sentiment identitaire. Donc ça marque la sortie progressive de ce fameux vide ontologique dont parlait ce matin Amit. Mais néanmoins, je voudrais montrer qu'il y a des prémices de ce rassemblement des Arméniens autour d'un malheur commun, bien avant en fait cette période, mais c'est évidemment un processus plus silencieux, enfin moins visible en tout cas, et qui n'est pas donc seulement le produit du temps. Et c'est du moins ce que révèle la documentation de l'entre-deux-guerres sur les commémorations du 24 avril, à la fois des articles de presse, donc de la presse arménienne, et les rapports de police, parce qu'ils notent ce qui se passe, ce qu'ils ont pu voir lors des commémorations. Puis il y a toujours quand même quelqu'un qui surveille et qui note la présence à la tribune de personnalités issues de l'Arménie russe, justement, d'anciens dirigeants de la République, qui d'ailleurs faisaient le tour des colonies arméniennes de France, parfois à l'étranger. Mais aussi, on a pu voir à la tribune l'historien Nicolas Adons, qui était un historien médiéviste, pareil, un Arménien de Russie, du Caucase, qui était docteur en philologie de l'Université impériale de Saint-Pétersbourg, professeur à l'Institut Lazarev de Moscou. Et la transcription de son discours, parce qu'on en dispose dans le journal Harach, la transcription du discours qu'il a prononcé en avril 1929, révèle qu'il a entièrement pris sur lui le deuil de la communauté, puisqu'il parle depuis un « nous » indivisible, il parle de nos morts sans sépulture. Et donc, on voit cette mise en place, si vous voulez, d'un deuil commun, qui relève aussi d'une tentative d'insuffler au calendrier du deuil une dimension véritablement nationale. Donc j'en viens dans un dernier point à la question de la légitimation, puisque ce qu'il faut bien comprendre derrière tout ça, c'est que les Caucasiens avaient clairement conscience en fait que leur prétention à devenir les représentants naturels, si vous voulez, de la nation en exil, d'abord leur était contestée, mais ça je ne vais pas ouvrir ce point-là, et qu'elle dépendait en tout cas de leur capacité à proposer une lecture unifiée du passé, une lecture qui s'efforce de fusionner des ruptures bien réelles, qui étaient des ruptures héritées, enfin ça fait partie des héritages aussi impériaux, et qui donc devaient s'efforcer de dire la douleur en commun. Et donc tout ceci, ça fait partie aussi de... Tout à l'heure, Olivier Grosjean parlait du répertoire d'action. On peut dire que voilà, ça en fait partie, ça fait partie de ce processus de légitimation de leaders qui avaient construit autrefois leur carrière sur une autre scène politique que celle dont provenait la masse des réfugiés, et qui savaient pertinemment que leur bilan était extrêmement controversé, puisque parmi les reproches qui couraient contre eux, l'un d'eux était que ces hommes-là de la République avaient sacrifié l'Arménie turque à leur propre réalisation. Et donc sans présenter en fait l'ensemble des reproches qui leur étaient adressés, qui sont liés vraiment à la géopolitique régionale, je voudrais insister sur cette idée que face aux divisions internes et politiques de la diaspora naissante, la mémoire du génocide en fait a fourni assez rapidement matière à résorber cette frontière interne. Et c'était bien l'une des clés pour maîtriser la communauté que de maîtriser le temps, c'est-à-dire se retourner sur l'histoire. Donc ça fait partie des usages du passé classique qui permet d'édifier un temps national rétroactivement dans lequel une communauté peut se projeter dans la durée. Et donc, c'est cette idée du deuil comme voie d'apaisement en fait intracommunautaire que je voulais avancer dans le cadre de cette table sur la mémoire. Alors sachant qu'en plus, parmi
les conclusions que je voudrais faire, c'est que ce détour par le Caucase me paraît de plusieurs apports, enfin apporter plusieurs points heuristiques que j'aimerais souligner, dans la mesure où ça permet de penser la genèse de la grande diaspora, donc à partir d'une scène de violence secondaire qui, en retour, permet de mieux saisir l'hétérogénéité, la fragmentation du monde arménien entre les empires, et si bien qu'en définitive, à la différence de ce qui se lit dans la plupart, enfin de ce qui peut se lire couramment sur la mémoire arménienne, le ralliement de tous les Arméniens à la mémoire unifiée du génocide est ici une source de questionnement. Si vous parlez si vous repensez la fragmentation initiale, vous ne pensez plus la mémoire comme une donnée immanente et immuable, mais bien comme un processus aussi qu'il va falloir gérer au sein des communautés, et non pas un héritage plaqué, et qui se transmettrait naturellement d'une génération à l'autre. Donc voilà, c'est l'idée que cette mémoire a elle-même une histoire, qu'elle a été portée par des agents communautaires, et qui ont dû faire ce travail de mise en récit, par-delà la multiplicité des vécus et des héritages impériaux. Voilà. Là, et je passe tout de suite la parole. Non, monsieur, c'est à vous. Alors, serait-il possible d'éteindre, s'il vous plaît, le rétroprojecteur qui me vise bien dans les yeux? Je me préparais à dire que j'ai la lourde tâche d'être le dernier à parler. Bon. Donc, chers collègues, mesdames et messieurs, je vous salue. Alors, il m'a été demandé de parler de ce sujet, faire connaître les chrétiens d'Orient en Occident, le rôle de l'œuvre d'Orient. Alors, je suis heureux de ne pas avoir pour une fois de parler de philosophie, de théologie ou de géopolitique, mais parler de mon engagement associatif, puisque je suis responsable des relations académiques à l'œuvre d'Orient. Au fur et à mesure, vous allez comprendre ce que cela veut dire. Alors, le but de cette intervention est de vous tenir au courant de tout ce que l'œuvre d'Orient fait pour faire connaître les chrétiens d'Orient en Occident, c'est-à-dire pour transmettre leur mémoire. Alors, effectivement, il fut un temps où l'activité de l'œuvre d'Orient se tournait plus vers tout ce qui est aide financière et peut-être aussi activité diplomatique pour les chrétiens d'Orient en Orient, avec un tout petit volet d'information en France. Alors aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé. Le volet d'information, de la transmission de la mémoire de ces chrétiens, occupe une large partie de l'activité de l'œuvre d'Orient. Et c'est de quoi je vais vous parler. Alors mon intervention portera sur 3 points. Le premier point évoquera un peu ce qu'est l'œuvre d'Orient, très brièvement pour le rappeler ou pour le dire à ceux qui ne savent pas. Et ensuite, je vais parler en un deuxième point des activités grand public que fait l'œuvre d'Orient pour faire connaître les chrétiens d'Orient. Et troisièmement, des activités de nature académique, dossier duquel je suis moi-même en charge. Alors, un rappel très bref de ce qu'est l'œuvre d'Orient. C'est une association très ancienne parce qu'elle naquit en 1856. C'est l'une des 2 seules associations qui ont survécu au 19e siècle. Donc l'œuvre d'Orient a jusqu'à aujourd'hui connu 3 siècles, 19, 20 et 21. Alors au début, l'œuvre d'Orient s'appelait l'œuvre des écoles d'Orient. Et l'œuvre d'Orient fut fondée par des professeurs de la Sorbonne. Et elle avait jadis comme but d'aider les enfants du Liban. Mais très vite, l'œuvre d'Orient développa son activité, surtout après les massacres de 1860. En 1860, beaucoup de chrétiens du Mont-Liban, et même jusqu'à Damas, furent massacrés par des Druzes, mais aussi par les Turcs. Et elle fut reconnue comme œuvre d'église par le pape Pie IX en 1858. Alors son premier directeur général, vous le connaissez peut-être, si vous êtes versé sur les questions historiques de l'Église de France, s'appelait l'abbé Lavignerie. Alors, quelle est l'activité de l'œuvre d'Orient? Elle est très diverse, elle est très variable.
Mais disons qu'aujourd'hui, l'œuvre d'Orient s'occupe de 3 dossiers, principalement en Orient. Le premier est le dossier de l'éducation, donc appuyer les institutions scolaires. Certaines universités, alors même l'université Saint-Joseph au Liban, profite des subventions de l'œuvre d'Orient, mais pas qu'au Liban, parce que l'activité de l'œuvre d'Orient couvre 40 pays qui sont considérés comme étant du ressort du christianisme oriental. Il y a des universités que nous aidons en Inde et en Éthiopie. Et en passant de l'aide en Éthiopie, dans presque tous les pays, nous subventionnons des institutions et scolaires et universitaires. Donc, premièrement, l'éducation. Deuxièmement, les soins et les actions sociaux. Les actions sociales, pardon. Et donc là, ce sont des hôpitaux, des hospices qui se trouvent aussi dans tous ces pays. Et troisièmement, les actions pastorales et culturelles. Beaucoup de paroisses, beaucoup d'évêchés comptent beaucoup sur l'œuvre d'Orient et reçoivent des aides financières, mais aussi des bourses pour leurs séminaristes et pour les prêtres. Il y en a actuellement presque 100, dont certains qui étudient en France, ou la majorité qui étudie en France. Donc à ces 3 missions, il faut ajouter aussi les aides d'urgence. Actuellement, par exemple, l'aide d'urgence pour la Syrie. Alors sachez que l'œuvre d'Orient, depuis 2011, a envoyé plus de 4 millions d'euros en Syrie. Alors ces 4 millions d'euros, nous ne sommes ni une organisation internationale, ni une organisation d'État. Ce sont les subventions des donateurs de l'œuvre d'Orient. Alors combien de donateurs y a-t-il? 60 000 donateurs subventionnent l'œuvre d'Orient. L'année dernière, en 2014, l'argent envoyé ou distribué s'est levé à 12 800 000 euros. On n'a jamais eu tellement d'argent. Les gens sont de plus en plus responsabilisés et veulent aider, notamment durant cette période qui est très difficile. Donc voici, c'est juste une idée générale de ce qu'est l'œuvre d'Orient et très brève. Alors, quant à l'activité consistant à faire connaître les chrétiens d'Orient, comme je vous l'ai dit, je la divise en 2 parties. Premièrement, les activités grand public. Voici, c'est mon deuxième point. Alors, j'ai quelques documents ici qui vous permettront de voir de quoi je suis en train de parler. Donc, le moyen le plus classique pour faire connaître les chrétiens d'Orient, c'est ce bulletin. Alors ça, c'est sa forme nouvelle, mais c'est un bulletin qui est très ancien. Il a commencé à être édité au XIXe siècle. Et depuis, en continuité, il est toujours édité. Parfois, dans les moments de guerre, ça a été difficile, notamment durant la Première ou la Seconde Guerre mondiale. Dans ce bulletin, vous pouvez y lire beaucoup d'informations relatives et à l'histoire et à l'actualité des chrétiens d'Orient. Par exemple, ici, c'est par hasard que je tombe sur un bulletin où j'ai écrit « L'œcuménisme au Moyen-Orient », une idée de ce qui s'y passe. La lettre apostolique orientale et Lumen de Jean-Paul II, aussi portant sur l'Orient, et puis des questions géopolitiques comme Israël-Palestine ou 2 États, et la vie des églises d'Orient, les élections de patriarches, les élections d'évêques, des témoignages, des courriers venant de l'Égypte, de Roumanie, de Grèce, du Liban, de l'Inde, de Syrie. Voilà, donc c'est, en tout cas, les donateurs ou les sympathisants de l'œuvre d'Orient connaissent bien ce bulletin. Ensuite, nous avons une lettre d'information qui est imprimé à 40 000 exemplaires, mais qui est aussi diffusé sur Internet et qui met à jour de tout ce qui se passe concernant les chrétiens d'Orient. Mais aussi différentes publications, comme celle-ci par exemple, Être aux côtés des chrétiens d'Orient, qui tente, en plus de rappeler l'histoire de l'œuvre d'Orient, qui tente d'expliquer que sont les différentes églises qui existent en Orient, les différentes familles, les missions de l'œuvre d'Orient, Antioche, Jérusalem, les églises de tradition byzantine, de tradition syriaque. Donc ça circule, mais sinon parfois des publications beaucoup plus académiques, comme celle-ci, l'œuvre d'Orient. C'est une publication qui date du 150e anniversaire de la fondation de l'œuvre, donc parue aux éditions du CERF, et où plusieurs spécialistes ont participé, comme par exemple, je cite, qui puis-je citer ici, le père Hervé Legrand, Claude Langlois, Dominique Trimbure, etc. Je continue, toujours dans le cadre de faire connaître les chrétiens d'Orient auprès d'un large public, les partenariats avec les médias. Donc, c'est le 4e élément que je cite. Nous avons des partenariats avec principalement KTO et Radio Notre-Dame et le journal La Croix.
Nous subventionnons des émissions. À chaque fois qu'il y a un événement relatif aux chrétiens d'Orient, c'est l'œuvre d'Orient qui prend en charge tout l'aspect financier, mais aussi qui fournit des chercheurs ou des spécialistes qui vont parler en son nom des chrétiens d'Orient pour parler de ce qui s'y passe. Mais ce partenariat avec les médias peut aussi dépasser le simple cadre des médias catholiques, mais ça peut être le Figaro ou d'autres moyens de presse. Cinquièmement, des communiqués de presse. Nous en faisons à toutes les grandes occasions. Des visites de patriarches, la visite du pape en Terre Sainte, au Liban ou autres. Les expositions. Alors, il y a une exposition qui est très à la mode depuis plusieurs années, qui s'appelle La Grande Aventure des Chrétiens d'Orient, et qui a circulé dans des centaines de paroisses en France. C'est une très belle exposition avec de grands panneaux qui retracent l'histoire du christianisme oriental et indiquent toutes ses subdivisions. Normalement, ces expositions durent 1, 2 ou 3 mois et se terminent par des conférences, par des journées d'études, par des journées de prière ou par des petites fêtes. Et elles plaisent beaucoup au public qui s'y intéresse. Par la suite, il y a des conférences et interventions qui ont lieu principalement dans les paroisses, mais aussi dans les écoles. L'œuvre d'Orient fait à cet égard quelque chose de très particulier, c'est que nous intervenons dans des dizaines, alors je ne sais pas si ce sont des centaines actuellement, mais je suis sûr que ce sont des dizaines d'écoles à travers la France, de la maternelle jusqu'à la terminale. Nous sensibilisons les élèves pour qu'ils sachent ce que sont que les chrétiens d'Orient, et parfois cette sensibilisation débouche sur une aide financière, par exemple telle classe ou tel établissement scolaire fait des dons et ces dons sont envoyés en Orient, en général dans ces cas de figure, pour une autre institution scolaire en Syrie, durant cette période, mais aussi en Irak et au Liban, qui a besoin d'une aide. Mais ces conférences et interventions aussi ont lieu parfois auprès d'assemblées de prêtres ou de diacres, aussi pour les tenir au courant de ce qui se passe en Orient, ou tout simplement pour leur dire qu'est-ce que le christianisme oriental, parce qu'il est vraiment très méconnu. Je poursuis. Il y a les promotions de CD, par exemple des chorales qui font des chants en syriaque, en arabe, en grec, et nous faisons la promotion de leurs CD, et nous proposons à nos donateurs de les acheter, et tous les gains qui sont sur ces CD, que ces CD génèrent, sont envoyés en Orient, pour les communautés, ou la promotion aussi de livres. Par la suite, le prix littéraire. Alors, cette année aura lieu la quatrième version de ce prix littéraire. Tous les ans, il y a un comité d'universitaires et de journalistes qui sélectionne une dizaine d'ouvrages parus l'année même et qui vote pour 2 ouvrages. Un qui prend le prix grand public et un autre qui prend le prix d'une œuvre académique qui n'intéresse normalement que les spécialistes. Bernard Héberger a été élu il y a 2 ans pour son excellent ouvrage dans ce prix littéraire. Pardon ? Qui a été cité ce matin. En plus. Ensuite, nous avons une présence électronique très large. En plus du site internet de l'œuvre d'Orient, il y a la revue de presse, comme je vous l'avais dit, qui est diffusée par voie informatique. Il y a la lettre d'information. Il y a Facebook, il y a Twitter, il y a YouTube. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez chercher très facilement et trouver. D'ailleurs, il y a une revue de presse quotidienne qui met à jour de tout ce qui parle des chrétiens d'Orient tous les jours. Donc, si jamais vous êtes intéressé par cette revue de presse, n'hésitez pas à envoyer un courriel à l'œuvre d'Orient et vous pourrez faire partie du mailing, comme on dit. Et enfin, la dernière chose pour ce large public, il y a des voyages qui sont organisés. Des voyages, alors récemment, en Irak, au Liban et en Arménie. Le dernier était en Arménie. Des groupes de 20, 30 ou 40 personnes vont pour vraiment partager la vie de certaines communautés chrétiennes qui vivent dans ces pays. Et enfin, donc la troisième partie de mon intervention, c'est le dossier académique et le cadre académique. Alors, 3 choses sont à mentionner. Premièrement, il y a les colloques et les journées d'études. Alors, l'œuvre d'Orient soit organise d'une manière directe, et donc c'est elle qui est responsable, par exemple récemment, des journées d'études sur le patrimoine des chrétiens d'Orient.
Nous avons fait cela l'année dernière à l'Institut du monde arabe, mais aussi, il y a deux ou 3 mois, en partenariat avec la faculté de théologie de Lille, avec l'Institut du monde arabe dans le Nord-Pas-de-Calais et avec Sciences Po à Lille. Et donc c'est l'œuvre d'Orient qui organise cela pour qu'il y ait une plus grande conscience de la richesse de ce patrimoine et du danger face auquel est situé ce patrimoine, qui est un patrimoine non seulement des chrétiens d'Orient, mais de toute l'humanité. L'œuvre d'Orient aussi agit beaucoup sur la francophonie, parce qu'elle considère aussi que c'est un élément important de transmission. Ou sinon, dans ses colloques ou journées d'études, elle est d'une manière indirecte impliquée, parce qu'elle est partenaire avec d'autres institutions, comme par exemple l'Université catholique de Lyon, qui a organisé l'année dernière un colloque portant sur les chrétiens d'Orient. La liste est longue, mais je m'arrête là. Enfin, deuxième des 3 points que j'évoque, c'est un cours sur les chrétiens d'Orient. D'ailleurs, je suis heureux de vous l'apprendre ici parce que les 2 premières années de ce cours ont eu lieu à l'IREMO. Le projet principal consistait à ce que ce cours se fît au Collège des Bernardins, mais il a fallu 2 années pour que ce cours puisse y être établi. Alors c'est un cours qui porte sur 2 années, c'est un cycle de 4 semestres qui traite et de la géopolitique, et de l'histoire, et de la théologie, et de la liturgie des chrétiens d'Orient. Donc le cycle se poursuit, et pour vous donner une idée, cette année il y a 55 inscrits dans ce cours. Donc c'est vraiment un amphithéâtre dans lequel j'ai le plaisir de faire ce cours, parce que c'est moi-même qui ai eu l'initiative, et il y avait une demande, et c'est une belle réussite. Et enfin, la dernière chose que je voudrais évoquer concernant ce dossier académique, c'est la revue académique de l'œuvre d'Orient, dont je suis le rédacteur en chef et le fondateur. Elle s'appelle Perspectives et réflexions. Voici le 2e numéro, c'est une revue annuelle. Alors, cette revue a comme but de mettre à la disposition des lecteurs des articles de facture académique. Donc c'est un peu plus poussé, c'est pour ça que j'inscris cela dans le cadre des activités académiques, mais ça reste accessible au grand public. Normalement, il n'y a que les spécialistes qui écrivent dans ces revues. Par exemple, dans le fascicule de l'année dernière, il y avait Georges Corme, que vous connaissez peut-être, il y a Bernard Héberger, Michel Younes de la faculté de théologie de Lyon, Georges Massour, prêtre orthodoxe au Liban, Mouchir Aoun, philosophe libanais, Gabriel Hachem du Conseil des Églises du Moyen-Orient. Et pour cette année, donc le prochain numéro sortira dans 2 mois. Il portera sur les génocides, sur les 3 génocides ayant eu lieu en Orient, le génocide arménien, le génocide assyro-chaldéen et le génocide libanais, dont on parle très peu, puisque à la Première Guerre mondiale, le mont Liban a été encerclé par les Turcs et une grande partie de la population mourut de faim. D'ailleurs, l'un des conférenciers de cette journée aussi va écrire pour nous, Tigran. Le génocide irakien voté par la France. J'inclus cela dans le génocide assyro-chaldéen. Voilà, ça en fait partie. Donc voilà brièvement ce que fait l'œuvre d'Orient pour faire connaître les chrétiens d'Orient. En conclusion, que puis-je dire? Je peux vous dire que faire connaître les chrétiens d'Orient, c'est les aider. Et c'est pour cela que l'œuvre d'Orient le fait. En outre, transmettre le message culturel, civilisateur et religieux qu'il véhicule ne peut que profiter à l'Occident, qui doit plus que jamais relever le défi de la diversité et de l'altérité sociale. Merci de votre écoute. Merci. Alors l'œuvre d'Orient se situe à rue du Regard, dans le 7e arrondissement. 7e ou 6e 6e arrondissement, près du métro. Une association. Une association. Non, association. Depuis le 19e siècle. Merci. Maintenant, vous pouvez plus. Bon, il n'y a plus d'autres personnes à qui passer. Bien, bonsoir. Je pense qu'à la fin de cette longue journée, vous devez tous être fatigués. Donc, donc je vais essayer d'être bref. J'étais intervenu il y a 2 mois donc, pour parler de la question kurde dans son ensemble.
Je ne reviendrai pas là-dessus. D'autres intervenants aujourd'hui ont traité tel ou tel aspect. Je parlerai plus exactement de l'Institut kurde de Paris, pourquoi il a été créé, qu'est-ce qu'il a fait au cours de 32 dernières années. Et cela, je constate que cela se situe dans le cadre de la transmission de la mémoire, mais aussi de la préparation de l'avenir, parce qu'on n'est pas que des gardiens de la mémoire. On transmet la mémoire pour mieux armer, préparer les nouvelles générations à assumer leur histoire, leur identité. Je dois juste ajouter que l'œuvre d'Orient fait œuvre utile au Kurdistan irakien auprès des chrétiens. Ils ont fait plusieurs missions, des collectes, ils font vraiment du très bon travail. Et je voulais le signaler parce que ça n'a pas été cité, parce qu'ils font tellement de choses que bon, voilà, on en parle. J'ai dit Irak, alors. Oui, mais on ne se considère pas tout à fait comme l'Irak, donc voilà. L'Institut kurde, donc, on est à la fin des années 70, au début des années 80, une période particulièrement sombre de l'histoire kurde. En août 79, l'Ayatollah Khomeini a décrété le djihad, on parle beaucoup de djihad maintenant, mais le djihad, la guerre sainte contre les Kurdes, qu'il considérait globalement comme les enfants de Satan. Donc on ne savait pas que Satan était aussi prolifique. Et donc, c'était une guerre totale contre les Kurdes d'Iran qui avaient le tort de demander une république séculaire où la religion n'interviendrait pas, une république démocratique et où les diverses nationalités d'Iran devraient avoir leur autonomie culturelle et territoriale parce que, comme vous le savez, en Iran, 60% de la population appartient à des nationalités non persanes. Et donc, avoir un Iran démocratique et fédéral aurait été une véritable démocratie stable et modèle pour les autres populations de la région. Ça n'a pas plu à l'Ayatollah, donc, qui a décrété cette guerre-là, et une guerre donc vraiment totale de destruction. Un an plus tard, coup d'État militaire en Turquie, avec 650 000 personnes, ce sont des chiffres officiels, gardées à vue, et 140 000 détenus, et pour plus de 80% de ces détenus, c'était des Kurdes, quels que soient les mouvements politiques. Et donc, ça a généré aussi beaucoup de réfugiés, demandeurs d'asile. Et puis, là-dessus, la guerre Iran-Irak, 1980, dont le Kurdistan a été l'un des principaux théâtres et qui a à son tour généré beaucoup de réfugiés, plus la guerre de Saddam Hussein, ses campagnes génocidaires contre les Kurdes. Donc, on s'est retrouvé dans une période où il y avait des dizaines de milliers de réfugiés affluant vers les divers pays d'Europe, rien qu'en France, des dizaines de milliers, sans aucune structure d'accueil et même pour les intervenants, le média, sans aucun lieu de référence, de documentation pour savoir mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi ce gens viennent, qu'est-ce qui se passe sur place. Il faut dire qu'à l'époque, on était dans un monde bipolaire. Donc la Turquie fait toujours partie de l'OTAN, donc c'était des bons alliés. L'Allemagne, les États-Unis, etc., tout ce monde-là considérait comme le coup d'État comme un coup d'État salutaire. Parce qu'il y avait eu des mouvements estudiantins, des violences qui avaient fait des dizaines de morts et tout ça. Et donc l'armée était là pour remettre de l'ordre. Donc ça a été salué et présenté comme cela à l'opinion. La guerre Iran-Irak était aussi présentée sous un aspect positif. Saddam Hussein était notre meilleur allié qui luttait contre la révolution iranienne des ayatollahs enragés qui voulaient répandre les révolutions dans tout le Proche-Orient. Et donc on était doublement victime de ce régime sanguinaire, autoritaire, dictatorial, mais en même temps, comme il y avait ce clivage est-ouest, donc entre la mosquée et l'église, on n'avait nulle part où aller. C'est-à-dire que pour les partisans de Saddam Hussein, on était de mauvaises victimes, puisque Saddam était malgré tout préférable à l'ayatollah. Et pour les partisans de la Turquie, on était aussi de mauvaises victimes, parce que la Turquie était l'allié des pays occidentaux. Donc c'était le souci d'accueillir des gens, le devoir de solidarité et puis d'informer l'opinion publique sur la grande tragédie des Kurdes. Un mot pour résumer l'état d'esprit de cette époque-là. Donc le mot d'esprit en vogue chez les Kurdes, c'était on a un passé tragique, le présent c'est un calvaire, mais heureusement on n'a pas d'avenir. Et donc ça c'était
voilà, ça traduisait et puis on était quelques-uns à se dire, bon, en tant que citoyenne, on peut essayer de faire quelque chose. Bon, ça va être une goutte d'eau, mais on peut faire œuvre de devoir de solidarité. Et c'est dans cet esprit-là que, effectivement, donc au début des années 80, on a commencé à émerger l'idée de créer un institut culturel parce que on ne pouvait pas avoir de représentation politique comme les Palestiniens parce qu'il n'y avait aucun État qui soutenait la cause kurde. Et au contraire, tous étaient ligués contre les Kurdes. On voulait au moins avoir une représentation culturelle pour faire parler des Kurdes, pour informer l'opinion, sensibiliser l'opinion à la question kurde. Et comme le mouvement politique était extrêmement morcelé et fragmentés les uns alliés de tel ou tel pays de la région, le mouvement politique kurde n'était pas audible non plus. Donc il fallait effectivement avoir aussi un lieu qui a une certaine neutralité et qui puisse faire entendre la voix de ceux qui étaient privés de voix dans le monde de l'époque, donc qui était un monde effectivement où il n'y avait que les États qui arrivaient à faire entendre leur voix. Donc c'est dans cet esprit-là que notre première démarche a été d'abord d'essayer d'unir le Kurde autour de leur identité culturelle et pour cela de trouver des personnalités représentatives des diverses régions du Kurdistan. Donc on en a détecté une douzaine, donc c'est des gens qui étaient connus, respectés dans la société kurde, des Kurdes d'Iran, de Kurdes de Turquie, d'Irak. Donc c'était, pour vous parler que de Kurdes d'Iran, par exemple, on avait un poète qui avait été témoin de la République kurde de Mahabad en 1946. Il avait vécu en exil en Syrie, en Irak, un peu partout, et qui était un homme érudit, donc comme les écrivains, comme les intellectuels des Lumières. C'était le premier qui a osé traduire Avicenne en persan. Donc il s'est passé quasiment 1000 ans, personne n'avait osé s'attaquer à cette œuvre monumentale. Donc en dehors de son activité pour le kurde, le dictionnaire, la poésie, etc., donc il s'appelait Hajar, et il avait donc cette autorité morale, culturelle importante. Bon, pour les Kurdes de Turquie, il y avait le cinéaste Yilmaz Güney qui venait d'avoir la Palme d'Or avec son film Yol au Festival de Cannes et qui s'est réfugié ici. Il s'est évadé de prison parce qu'il était condamné à plus de 100 ans de prison pour ses écrits et son travail. Des Kurdes de Syrie, parce qu'on va parler aussi de la Syrie. Il y avait un écrivain fondateur du Parti démocratique kurde de Syrie, Nurettin Zaza, par ailleurs docteur en pédagogie et disciple de Monnier, et qui a écrit un livre excellent, Ma vie de Kurde, si jamais vous avez, pour comprendre la Syrie des années 50 et 60, je pense que c'est vraiment un document très important. Donc, une fois que cette unité morale de Kurdes était constituée autour de l'Institut, ce que nous avons fait dans un premier temps, c'était l'accueil de ces réfugiés pour qu'ils puissent obtenir un statut, les papiers, etc. Et ensuite, les insérer dans la société française. On leur disait à tous, attention, vous n'êtes pas venus ici avec des cartons d'invitation, vous êtes venus, il y a un pays qui vous a accueillis, il faut respecter les us, les coutumes, les lois. Et pour cela, apprendre la langue, apprendre un métier, ceux qui n'ont pas de métier, s'associer pour créer une petite entreprise, un restaurant, une entreprise dans le bâtiment, etc. Donc, insertion. On ne parlait pas d'intégration. Et donc, c'est comme ça que voilà, ça a démarré en février 83. Nous avons commencé à créer cet institut avec un statut d'association, tout simplement. Et puis, progressivement, on s'est rendu compte qu'il y avait une demande de l'opinion, des médias, des journalistes. On n'était pas encore à l'époque de l'Internet, évidemment. Et donc, des chercheurs, des étudiants. Donc, on a créé un centre de documentation, une bibliothèque, qui est devenue la plus importante du monde occidental sur le kurde. Mais chemin faisant, on s'est rendu compte qu'on était aussi en train de collecter la mémoire morcelée et martyrisée de toute une population. Parce que ce soit en Turquie ou en Syrie ou en Irak, le patrimoine culturel kurde avait vraiment été saccagé. Dans ma propre famille, notre bibliothèque a été détruite à 3 reprises. Donc, à la faveur de coups d'État militaires, de confiscation des livres et tout ça. Donc, on a créé ce centre de documentation, cette bibliothèque pour informer les gens. Progressivement, on s'est rendu compte aussi que
on avait besoin de former des élites parce que les élites kurdes, à toutes les générations, ont été massacrées, déportées, emprisonnées en Turquie, en Irak et ailleurs. Et donc, on a mis en place un programme pour la formation des étudiants. Donc, on a obtenu des bourses d'études en France et dans un certain nombre d'autres pays européens. On a pu ainsi former plusieurs centaines d'étudiants, de chercheurs, dont l'un est intervenu ce matin, Hamid Bozastan, chez vous. Mais on a aussi des chercheurs à l'heure actuelle à l'école normale, à l'école polytechnique. Dans tous les domaines, on a essayé de former des gens pour qu'il y ait des élites kurdes. Pour l'avenir de la population kurde, mais en même temps pour encadrer la population kurde, venez s'installer en France, parce que si on n'a pas de modèle de référence, on finit par disparaître. Si un arbre n'est pas solidement, un arbre ne peut pousser solidement que sur ses racines solidement ancrées. Et donc être fier de son identité et en même temps s'ouvrir au reste de la société et de s'intégrer. Dans cet esprit d'éducation de populations kurdes réfugiées en France, nous avons dès le début mis en place tout un programme d'ouverture aux autres cultures. Dès les années 80, nous avons organisé des expositions, des conférences sur la Shoah, sur le génocide des Arméniens, sur le génocide des Assyro-Chaldéens, sur le génocide des Gitans. Mais en même temps, nous avons été un lieu d'accueil pour d'autres réfugiés. Par exemple, on a souvent des réfugiés argentins, latino-américains venus prendre le thé à l'Institut. Ils se sentaient plus à l'aise là qu'à la Maison d'Amérique latine ou ailleurs. C'était des endroits institutionnels. Donc, entre exilés, on pouvait échanger, discuter. Voilà, chacun. On a eu des Tchèques, on a eu aussi des Polonais. Et on a eu Juan Goytisolo, par exemple, un grand poète espagnol qui venait régulièrement prendre le thé, discuter avec les Kurdes, s'informer réciproquement. Donc voilà. Alors progressivement, évidemment, l'action qui a été la plus frappante dans l'opinion publique, c'est les actions menées en faveur des droits de l'homme, parce que la situation des Kurdes était tellement terrible, on en parlait peu. Et donc, dans un premier temps, on a envoyé des observateurs au procès des maires, des députés arrêtés en Turquie. Et donc, ça a eu un certain retentissement. Ensuite, quand il y a eu les campagnes génocidaires de Saddam Hussein contre les Kurdes, Halabja, le gazage et tout ça, donc on était la seule institution kurde publique. Et on a donné de la voix à cet événement en organisant des colloques, de conférences internationales ici à Paris, mais aussi à Washington avec le Sénat américain, à Moscou avec l'Institut du marxisme-léninisme à l'époque de Gorbatchev, donc très tardivement, en 90, donc pour sensibiliser l'opinion sur le sort des Kurdes et pour internationaliser la question kurde. Et je pense que je ne parlais pas de lobby, mais des réseaux d'amitié que nous avons pu former ici aux États-Unis, au Sénat et ailleurs, ont joué un rôle fondamental quand il y a eu la guerre du Golfe 91 et quand les Kurdes ont été pourchassés vers les frontières de l'Iran et de la Turquie. Il y avait 2 millions de réfugiés et on allait finir, et c'était notre grande peur, comme des Palestiniens dans des camps ou les Afghans dans des camps en Iran. Et donc là, l'opinion publique internationale est intervenue massivement, mais c'est surtout la France, François Mitterrand, qui a mené à cette époque-là un rôle vraiment primordial, majeur, pour qu'on crée une zone de protection pour les Kurdes. Je vous cite ça parce que souvent on se dit en tant que citoyen, on fait telle ou telle action, c'est des gouttes d'eau, à quoi ça va servir? Mais au bout d'un certain nombre d'années, ces initiatives citoyennes peuvent aboutir à un événement politique majeur avec une utilité majeure, comme la création de cette zone de protection pour les Kurdes d'Irak, qui est devenue ce qu'est maintenant le Kurdistan irakien. En cette période-là, on était aussi une ambassade parce qu'aucun pays ne voulait donner des visas pour les responsables politiques kurdes. Et donc, on intervenait pour que la France accueille en catimini les dirigeants kurdes irakiens ou iraniens, pour que les blessés soient soignés, pour que les étudiants viennent faire leur formation ici à Paris. Un autre événement sur lequel on a eu peut-être un impact, c'est que jusqu'à 1991, la langue et la culture kurde, y compris l'usage oral de la langue, étaient totalement interdits en Turquie. En 1988, on a mené une campagne internationale avec une trentaine de prix Nobel. Cela étant, j'ai passé une semaine à collecter une vingtaine de signatures de prix Nobel à Boston parce que tout le monde est à Harvard ou MIT.
Et j'étais accueilli par le Zorian Institute, donc c'est pour vous dire aussi la solidarité des Kurdes, des Arméniens, des Juifs, toutes les populations qui ont été victimes des massacres et de génocides, donc étaient solidaires de l'action que nous menions. Et cet appel, ensuite, la répercussion dans les médias, donc des centaines d'intellectuels de plusieurs pays, y compris Mandela de sa prison, donc avait signé cet appel, a abouti en 1991 à ce que la Turquie abolisse l'interdiction de la langue et de la culture. Donc voilà, enfin je ne vais pas parler de nos publications, voilà, si vous avez sur le site de l'Institut kurde, donc comme la langue et la culture étaient bannies, évidemment on a aidé les écrivains à publier en kurde leurs œuvres en Europe. On a joué le rôle d'une académie de langue itinérante, c'est-à-dire normalisation de la langue, parce qu'on est une population dont la langue était interdite pendant quasiment un siècle, donc sur plusieurs frontières, et les nouveaux besoins ont fait émerger un nouveau vocabulaire. Les uns avaient adopté le vocabulaire persan, d'autres le vocabulaire arabe, d'autres turc, et donc il fallait renouveler la langue, unifier, enfin normaliser son écriture, et donc depuis maintenant 30 ans, 2 fois par an, on a des séminaires linguistiques sur le renouveau et la normalisation de la langue. Et grâce à ces travaux-là, maintenant, la langue utilisée dans les médias kurdes est normalisée. Un Kurde de Syrie ou de Liban ou du Caucase et de Turquie peuvent suivre la télé, la radio. Et l'Iran aussi, mais il y a une différence d'alphabet. Oui. Il y a une différence d'alphabet, mais il passe de plus en plus à l'alphabet latin. Bon, l'alphabet, en Irak aussi, en grande partie, ça reste encore l'alphabet arabo-persan. Pour des raisons politiques, ils n'arrivent pas à imprimer des livres en caractère latin qui sont mieux adaptés à notre langue, qui est une langue indo-européenne. Cela étant, une fois que les populations sont éduquées, l'alphabet n'est pas un obstacle majeur. Souvenez-vous que la troisième puissance économique du monde, le Japon, a 3 alphabets différents. Mais malgré ça, bon, ils arrivent quand même à se débrouiller. Donc on a fait ce travail-là, et puis on a aussi contribué à organiser un certain nombre de conférences sur le sort des femmes dans la société kurde. Donc les femmes avaient joué un rôle extrêmement important jusqu'au début du XXe siècle, et puis avec la sédentarisation, l'arrivée de l'islam conservateur sous l'influence de l'Iran, l'Arabie saoudite, du mouvement islamiste en Turquie, etc., leur rôle avait été minoré. Et donc, ces conférences, ces débats et la prise de conscience du mouvement politique kurde ont fait qu'il y a un retour à la tradition très ancienne donc des Kurdes, c'est que les femmes ont un rôle extrêmement important dans la société. Là, on est en train de publier un livre sur les us et coutumes kurdes écrit au début du 19e siècle par un mollah de sunnite de Bayazid qui est au pied du mont Ararat. Il dit quand survient une guerre, les hommes et femmes kurdes combattent ensemble, on ne fait pas de distinction. Et cette tradition-là s'était perdue. Donc elle est maintenant revitalisée dans les mouvements politiques en Turquie, où on a 104 municipalités. Dans toutes les municipalités, il y a un maire, et puis, enfin, il y a une femme, celle de Diyarbakir, par exemple, la capitale. Il y a une femme qui dirige la municipalité, et son adjoint est un homme, et ailleurs, la parité est assurée au Kurdistan irakien. Un gros tiers des députés sont également des femmes. On a créé la première organisation de droits de l'homme au Kurdistan irakien en 1991, quand on a imprimé des centaines de milliers de livres scolaires pour envoyer dans les écoles qui étaient tenus sous détente. Nous, on payait 4-5 $ par mois les enseignants kurdes. L'Arabie saoudite payait 150 $ par mois les mollahs pour revitaliser les mosquées, mais jamais une école et un dispensaire. Et on a, dans ces cargaisons-là, envoyé aussi 60 000 exemplaires de la Déclaration universelle des droits de l'homme, pour la première fois traduite en kurde, mais aussi en arabe, en turc, en persan. Et 1 an plus tard, il y a eu la création de l'Organisation des droits de l'homme du Kurdistan. Maintenant, cette déclaration est enseignée dans les écoles, dans les commissariats. Et le premier ministre des droits de l'homme de l'Irak a été un ancien étudiant boursier de l'Institut kurde. Donc, et maintenant, il y a toujours un ministre des droits de l'homme. Donc voilà des petits domaines où on a pu jouer un certain impact. Donc au départ, quand on a commencé cette initiative citoyenne en disant les uns sont en train de résister dans les montagnes ou dans les prisons, nous on ne peut pas rester inactifs, on va faire ce qu'on peut. On avait une espérance de vie de 3 ans, c'est-à-dire jusqu'à
le changement, l'alternance politique en France, parce que les partis politiques de droite ont toujours été sans état d'âme pour le régime de Saddam Hussein ou pour la Turquie pour des raisons commerciales. La gauche avait ses relations commerciales aussi, mais elle avait quelques états d'âme. Et voilà, donc c'est les états d'âme qui faisaient qu'on a pu s'insérer dans cet interstice et en profiter donc, pour faire avancer la cause kurde. Donc 32 ans plus tard, l'Institut kurde continue son action de formation, de colloques, de réunions, de publications. On a un bulletin mensuel en français et en anglais qui est diffusé dans 120 pays et qui est disponible sur Internet, de revues d'études. On a publié pas mal de CD, de choses comme ça. Mais l'essentiel, effectivement, c'était pour la communauté kurde qui a maintenant 250 000 membres, d'avoir un lieu de mémoire, un centre de ressources, et pour tous ceux qui s'intéressent aux Kurdes, avoir aussi un lieu neutre de documentation, d'information, parce que c'est une ONG, ça ne dépend d'aucun parti politique, et il s'adresse à toutes les parties du Kurdistan. Et il est reconnu, l'Institut kurde, comme une fondation reconnue d'utilité publique depuis mars 1993. Donc voilà, j'étais un peu plus long. Mais c'est parce que j'ai fait exprès de passer la parole à notre ami pour parler de l'œuvre d'Orient. Je savais qu'il allait être bref, il allait me laisser davantage de temps. Donc voilà. Merci s'il a des questions. Avant de vous donner la parole, je voudrais juste poser une question. Il y a des instituts du même genre dans les pays où il y a une masse plus importante de Kurdes aujourd'hui, comme l'Allemagne ou la Suède, par exemple. Est-ce qu'il y a des choses qui ressemblent un peu à l'Institut kurde de Paris ? Alors, dès 1984, on a créé aussi, avec l'aide de la Croix-Rouge, donc la Croix-Rouge est dans les Kurdes, donc un institut culturel kurde à Berlin qui a fonctionné très bien pendant 1 an avec les subventions. Et la Turquie est intervenue de manière, c'était la Turquie des généraux à l'époque, d'une manière tellement énergique auprès des autorités allemandes que les Allemands ont coupé les vivres et on a malheureusement dû le fermer. En 1996, nous avons créé à Washington un institut kurde à Washington également, mais c'est qui fait ce que les Américains appellent du lobbying auprès du Congrès, voilà, pour informer les congressistes. Donc il n'y a pas cette dimension de protection de la mémoire et je suis aussi l'un des fondateurs de cet institut de Washington. Concernant la Suède, dès 1981, Olof Palme nous avait proposé de nous installer là-bas. Je lui avais rendu visite avec le leader des Kurdes d'Iran, donc Abdurrahman Qassemdou, et lui, il nous avait dit, vous avez une cause qui est aussi importante pour la stabilité du Proche-Orient que la cause palestinienne, mais vous n'êtes pas entendu, vous n'êtes pas audible. Je sais que vous ne pouvez pas avoir de représentation politique, mais au moins une représentation culturelle. Et on a dit, écoutez, les Kurdes sont dispersés, ils n'ont pas les moyens, etc. Il a dit, installez-vous en Suède, on vous assure les moyens. Cela étant, on a réfléchi longtemps. La Suède est un pays très sympathique, mais excentré. Et donc, on voulait que ce soit dans une capitale européenne. Il y a un rayonnement culturel, un rayonnement international. C'est pour ça qu'on a choisi Paris. Mais depuis, il y a une bibliothèque kurde qui a été créée effectivement à Stockholm. Et la Suède subventionne les publications kurdes. Donc, il y a eu beaucoup de revues. La Suède a aussi innové en créant une section kurde dans son école normale supérieure qui forme les enseignants. Et là, il y a une 60aine d'enseignants de la langue kurde qui enseignent la langue et la culture kurde dans les écoles et les lycées. Ce qu'en France est fait en dehors de cours par des enseignants envoyés par les pays de départ. Et la Turquie, pour ne prendre que le cas de la Turquie, a envoyé par exemple 200 enseignants et qui sont des militants ultranationalistes, anti-kurdes, anti-arméniens, anti tout ce que vous voulez. Le Maroc envoie ses propres enseignants dans un esprit de fidélité, d'allégeance au roi. Et c'est là qu'on revient aussi à l'actualité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un effort global, une stratégie d'intégration prenant en compte tous ces aspects-là qui sont vraiment très importants. Et on a abandonné ces aspects-là donc aux États
des pays d'origine, et puis aux mouvements islamistes qui, eux, ne manquent pas de moyens, qui investissent grandement maintenant ces banlieues, et les associations faisant de l'intégration laïque, comme il y en a eu dans les années 80, disparaissent les unes après les autres. Il y a une asphyxie financière des associations, on en parle peu dans l'opinion, mais bon, dans les années 80, il y avait une effervescence intellectuelle, il y avait quand même une fibre militante, y compris dans les cabinets ministériels, donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été créées. Et maintenant, il y a effectivement une autre période où le monde associatif est asphyxié. Et les répercussions au niveau de l'éducation et la formation de nouvelles générations, ce sont ces cours et aussi évidemment les chaînes de télévision satellitaires, etc., qui diffusent un discours d'exclusion, de haine, d'animosité vis-à-vis des sociétés d'accueil. Et ça a un impact sur les nouvelles générations formées ici, y compris les nouvelles générations formées ici. Voilà. Merci. Alors, qui veut intervenir pour de courtes interventions ou de poser des questions à notre intervenant? Vous avez été fondé en 83, mais quel est le regard que vous portez en tant qu'Institut kurde sur la période 70-72 en Irak, après la conclusion non signée du manifeste du 11 mars 70? Il faut dire que j'étais déjà à l'époque ici en France et qu'avec un certain nombre d'intellectuels kurdes, on avait créé une association France-Kurdistan, donc Gérard Chalian n'est pas là aujourd'hui, mais enfin on avait aussi Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Maxime Rodinson nous avaient soutenus dans cette action pour faire connaître le sort des Kurdes d'Irak et la guerre qui a été engagée en 1974 contre eux. Alors dans cette période-là, donc Saddam Hussein venait d'arriver au pouvoir. Il est allé voir le chef de la résistance kurde, Mustafa Barzani, en disant « Avant nous, il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été commises. Considérez-moi. » Et je suis venu sans garde du corps, sans rien. Évidemment, dans la tradition kurde, on ne va jamais toucher quelqu'un qui s'en remet à vous, qui vient frapper à votre porte. Et donc, signez un papier, toutes vos revendications, je les accepte. Donc, bon. Après ça, il y a eu des discussions, une déclaration de mars 1970 sur l'autonomie régionale du Kurdistan. Mais en fait, on s'est rendu très rapidement compte que la stratégie de Saddam, donc pour durer, pour enraciner le parti Baas qui avait été au pouvoir dans un premier temps et éliminé ensuite, était sinon d'éliminer, du moins d'instrumentaliser les deux principales forces d'opposition du pays, c'est-à-dire le Parti communiste irakien, qui en 58-60 arrivait à faire défiler 1 million de personnes dans les rues de Bagdad. C'est quand même quelque chose de très important. Tous les gens qui votent aujourd'hui pour les partis chiites votaient à l'époque pour le Parti communiste, donc en Irak. Et puis les Kurdes. Et il se trouvait que les deux étaient d'une certaine manière soutenus aussi par l'Union soviétique. Donc on fait une alliance avec l'Union soviétique pour les couper de l'extérieur et on leur promet un certain nombre de choses en attendant de se renforcer et de revenir là-dessus. La pierre d'achoppement principale, évidemment, c'était la démocratisation de l'Irak. Et Saddam voulait bien qu'il y ait un vice-président kurde, mais évidemment avec palais, des voitures, etc., mais sans aucun pouvoir. Il voulait bien qu'il y ait un parlement autonome à Erbil, mais là encore sans pouvoir réel. Et surtout, c'était la question de Kirkuk. Donc pour les Kurdes, ce n'était pas négociable parce que ça a toujours fait partie du Kurdistan, même s'il y a d'autres communautés. Donc des communautés arabes, il y en avait peu, mais des Turkmènes et des chrétiens. Donc il faut effectivement une gestion plurielle de la ville. Ça n'a pas abouti. Et donc, il y a eu la reprise de la guerre en 1974. Et il faut dire que dans cette période-là, il y a eu 2 tentatives d'attentats contre Barzani, le père, le général Barzani, Mustafa Barzani. L'une des tentatives, c'était une mission des oulémas, des hommes religieux envoyés par Saddam Hussein pour
améliorer les relations, etc. Donc c'était des religieux, on ne les a pas fouillés au corps. Donc ils sont accueillis dans la modeste masure de Barzani. On est en train de... Et donc il y avait des gens qui les avaient accompagnés, ils étaient dehors dans leur voiture. On était en train de leur servir du thé que quelqu'un de l'extérieur a télécommandé. Quelqu'un avait une ceinture, donc explosive déjà, on ne parle pas du djihadisme. Et donc les deux oulémas ont explosé. Et c'est le serveur de thé qui a sauvé Barzani parce qu'il était juste en train de servir entre les deux. Et donc lui, il a explosé avec. Et la confiance n'y était pas. Donc quand vous avez ce genre d'action en période de paix, moi j'ai eu un souvenir un peu identique. Je parlais de cas des Kurdes d'Irak devant la sous-commission des droits de l'homme de l'ONU à Genève, et puis il y a quelqu'un qui demande la parole, il dit, voilà, je suis premier secrétaire de l'ambassade d'Irak, tout ce que vous avez dit sur la Turquie, l'Iran, etc., c'est épouvantable, l'histoire de Kurdes, nos frères, ils souffrent beaucoup. En Irak, on a commis aussi des erreurs, mais maintenant on est en train de rectifier. Et donc la preuve, c'est que je vous invite à venir voir vous-même, parce que vous êtes à l'écoute de je ne sais plus quoi, etc. Et je vois toute la salle, les gens pensent que c'est quelqu'un de bonne foi. Et là, j'ai dit, écoutez, je vous remercie beaucoup de votre invitation, mais j'ai un excellent ami qui est maintenant à Lausanne. Il y a 4 ans, vous l'avez invité. À son retour, ce qu'il a écrit vous a tellement déplu que vous avez tenté de l'assassiner et il y a échappé vraiment de justesse. Je suis encore jeune, je tiens à la vie, et voilà. Donc, quand il n'y a pas de démocratie, quelles que soient les déclarations, les promesses, il n'y a aucune garantie. Et donc, malheureusement, voilà, on était parti pour un long moment de guerre et de destruction. Oui. Avec un autre enseignement en kurde, la télévision, la radio, il faut le dire. Ça, alors, donc, oui, effectivement, bon, je suis parlé de l'histoire. Les Kurdes ont été annexés à l'Irak en 1925. Et avant leur annexation de Kurdes irakienne, il y a eu une mission des Nations Unies. Et la mission des Nations Unies, dirigée par le comte hongrois, à l'époque on savait faire ce genre de mission, comte Teleke, et à son retour, le rapport dit que le 7/8 de la population souhaite la création d'un État kurde indépendant. Les Anglais savaient qu'il y avait du pétrole, et ils disaient, sans les richesses pétrolières et agricoles du Kurdistan, l'Irak ne sera pas viable. Donc, ils avaient besoin de les annexer. Qu'est-ce qu'on a fait? Qui votait à l'époque? C'est pas les Kurdes, ils avaient dit. C'était la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis. Qu'est-ce qu'on a fait? Les Américains étaient pour la création d'un État kurde parce que Woodrow Wilson l'avait déjà dit avant Sèvres. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a donné les parts de la société qui exploitait le pétrole du Kirkuk, 23,75%. On les a donnés aux Français, donc l'ancêtre de Total, compagnie française du pétrole. Donc Total est né au Kurdistan. Et on en a donné 23,75% à la compagnie américaine Standard Oil. Et il restait 45% aux deux compagnies anglaises Shell et British Petroleum. Il restait 5% qu'on a donné à M. Gulbenkian, parce que c'était le monsieur 5%. Il avait servi de prête-nom pour cette histoire-là. Voilà, oui, il était le prête-nom pour la société. Et finalement, la Société des Nations a décidé d'annexer cette province à condition d'accorder une autonomie culturelle. Et donc, dès les années 1920, cette promesse-là était là. La langue kurde était enseignée dans les écoles. Et progressivement, après, Saddam a su à créer une chaîne de télévision, mais pour sa propagande. La Turquie a maintenant une chaîne de télévision en langue kurde, mais qui diffuse une propagande islamique. Bon, non, une propagande islamique. Hein, donc voilà, comme si on avait vraiment encore besoin de... Voilà, donc sur le papier, c'est bon. Et à l'époque de Saddam, donc ça a été ça. C'est parce que ça avait été promis aux Kurdes et cette promesse n'a jamais été tenue. C'est la raison pour laquelle il y a eu des insurrections kurdes tout au long des années 20, 30, 50, parce que la promesse d'autonomie n'a jamais été tenue. Une autonomie, ça veut dire une autonomie territoriale avec un parlement, un gouvernement. Voilà. Merci. Mais écoutez, des questions concernant les Arméniens, concernant les chrétiens d'Orient quand même. Oui, bonsoir, justement, j'aurais
Justement, j'aurais souhaité savoir un petit peu les décisions qui ont été faites à la fin de la conférence de Versailles par rapport aux Arméniens. Comment ils ont été ressentis par les différentes communautés arméniennes, les Caucasiens, les Ottomans, les Orientaux, et puis au-delà dans le diaspora arménien. Merci. D'abord, ça se passe en deux temps. Il y a d'abord le traité de Sèvres en 1920 qui apporte une première résolution qui donc prévoit notamment la création d'un État arménien indépendant à l'est de la Turquie, mais en même temps c'est assez flou, les frontières restent à déterminer par justement Wilson. Mais d'après les analyses d'un juriste en exil, d'un juriste russe, Mandelstam, c'était bien clair que dans le traité de Sèvres, néanmoins, le noyau quand même autour duquel rassemblait l'État arménien, c'était cette République d'Arménie qui était encore en août, à l'époque où le traité de Sèvres est signé, et qui survivait encore voilà, à une géopolitique du désastre. Et donc, autour d'elle, autour de cette République ayant Yerevan comme capitale, devait s'agréger des territoires de l'est de la Turquie actuelle, donc ce que j'appelais l'Arménie occidentale tout à l'heure, donc déterminé par Wilson. Et donc la réunion devait se faire dans un second temps. Bon, pour des raisons qui ont été évoquées ce matin, je ne sais pas si vous étiez là quand il y a eu l'exposé de M. Kevorkian, mais bon, il y a la carte militaire est complètement revue, enfin bouleversée par donc la révolution kémaliste, et donc ça aboutit à une renégociation intégrale de ce traité de paix, cette fois avec les kémalistes et non plus le gouvernement ottoman vaincu, mais donc cette nouvelle force qui a émergé sur la carte proche-orientale. Et puis donc les alliés qui acceptent finalement de se rendre à toutes les revendications des kémalistes. Et donc il n'est évidemment plus question d'un État arménien indépendant, ni d'un foyer kurde, ni quoi que ce soit d'autre. Et donc c'est évidemment ressenti comme un véritable échec pour toutes ces délégations arméniennes qui avaient tenté de réunir leurs doléances en présentant un mémoire commun, malgré tout, à la conférence de la paix. Il y a eu cet effort, mais donc c'est évidemment ressenti très douloureusement par toute cette classe politique qui, du coup, continue, essaye de maintenir une activité politique, mais complètement informelle, et qui vont maintenir des structures de représentation. Mais cette fois, on est à nouveau dans la zone grise, hein, puisque ce sera des structures non reconnues officiellement. Ils ne représentent que voilà, des intérêts de réfugiés. Et donc, avec d'une part, la délégation de la République arménienne se maintient dans un esprit anti-soviétique. Et donc, c'est là aussi que Araounian notamment, mais continue à faire bon, jusqu'à ce que la maladie l'emporte, mais continue à faire des conférences régulièrement auprès des petites colonies arméniennes qui sont éparpillées à travers le territoire. Et donc, il s'adresse aux Arméniens de Turquie, là encore, voilà. Et quant aux Arméniens de l'ancienne délégation nationale, autrefois donc présidée par Boros Nobar-Pacha, ils permutent d'abord en comité central des réfugiés arméniens, où là encore ils mènent une action de représentation et de défense des intérêts des réfugiés. Mais cette bascule en fait de la représentation politique à un travail de représentation informelle et d'aide sociale signe vraiment la disparition des Arméniens pendant longtemps de la scène diplomatique. C'est bien évidemment perçu comme un échec cuisant, d'autant que donc, pour ce qui est des Arméniens du Caucase, la reconnaissance en plus de l'Union soviétique par la France brise tous les espoirs de retour dans une Arménie indépendante, voilà, à Yerevan. Enfin, et pour eux, voilà, bon, l'espoir va perdurer. Il y a quand même l'idée que peut-être le jeu allait à nouveau, le jeu diplomatique allait à nouveau être redistribué, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale et tout, mais ça reste évidemment un temps d'échec et de sidération pour toutes ces collectivités, quel que soit l'empire d'où elles proviennent en fait. Bonjour, merci et bravo pour cet exposé exhaustif. Je voulais savoir si tu pouvais nous donner des exemples
dans l'histoire de l'œuvre d'Orient, notamment durant la guerre civile libanaise et aujourd'hui à l'aune de ce qui se passe en Syrie, de tentatives de... Est-ce qu'il y a eu par exemple des tentatives de récupération, de manipulation de la part de certains pouvoirs locaux vis-à-vis de l'action de l'œuvre d'Orient? Autrement dit, l'œuvre d'Orient a-t-elle été politisée? Ou si ce n'est pas le cas, comment... Voilà. Et la deuxième question, oui, comment vous arrivez à opérer en Syrie? Voilà, plus prosaïquement, comment ça se passe, s'il te plaît, avec les autorités civiles et rebelles? Je me permets juste un mot pour vous dire qu'à vers 6 heures, on va s'arrêter vers 6 heures sur la gare. Vous êtes tous invités, ça vaut le coup de s'arrêter une seconde pour dire ça. Vous êtes tous invités à un cocktail qui va s'installer derrière moi dans quelques minutes. Voilà, c'est tout. Merci. Bon. Donc s'il vous plaît, faites vite. Hein. C'est pour faire vite, quoi. Alors Tigrane, à vrai dire, pour la première question, je ne connais pas dans les détails toute l'histoire de l'œuvre d'Orient qui est très très vaste. Mais à ce que je sache, l'œuvre d'Orient a toujours tenté d'être à l'écart de la question politique pour rester libre dans sa manœuvre. Il ne me semble pas que durant la guerre libanaise, l'œuvre d'Orient avait un parti pris. Bien que presque durant cette période, il y a eu un directeur général de l'œuvre d'Orient qui était libanais. Mais alors les conséquences de cela, c'est que peut-être que le Liban a bénéficié un peu plus d'aide, mais à ma connaissance, jamais l'œuvre d'Orient ne s'est impliquée dans des réseaux politiques, sinon dans des relations lui permettant de pouvoir œuvrer. Ça, c'est de un. De deux, pour la Syrie, l'œuvre d'Orient ne prend absolument pas parti pris, mais l'œuvre d'Orient agit à travers les réseaux ecclésiaux. Alors peut-être que parfois on peut taxer l'œuvre d'Orient de prendre d'un certain parti pris, cela est faux, cela est complètement faux. Il se trouve que les réseaux ecclésiaux, pour leur majorité, existent dans les régions contrôlées par le régime. Et certains évêques ont peut-être des prises de position pouvant être interprétées ou compris dans ce sens. Mais l'œuvre d'Orient reste apolitique et ce qui l'intéresse, c'est vraiment l'aide qui peut être apportée aux populations locales. Et pour que ces aides puissent aboutir, l'œuvre d'Orient est prête à parler avec quiconque, mais dans la mesure de la neutralité qu'elle adopte. Donc c'est un principe clair et qui est vécu sur le terrain. De toute façon, si l'œuvre d'Orient prend parti d'un côté ou d'un autre, ça nuirait à son activité et ça la rendrait moins libre. Tout en sachant qu'aussi que l'œuvre d'Orient agit conjointement ou bénéficie de l'aide de la diplomatie vaticane, parce que l'œuvre d'Orient a aussi un certain statut diplomatique, et donc ce qui lui donne une marge d'action que d'autres n'ont pas. Merci. Monsieur Héberger. L'œuvre d'Orient n'est pas une association ou une institution du type de l'Institut kurde. L'œuvre d'Orient appartient à l'Église catholique. C'est effectivement des laïcs qui l'ont créé, mais immédiatement, on était dans le 19e siècle, ça a été coiffé par l'autorité ecclésiastique. Le directeur de l'œuvre d'Orient est forcément un prêtre du diocèse de Paris et ça dépend de l'archevêché de Paris. Donc c'est à la fois la force de l'œuvre d'Orient, puisque l'œuvre d'Orient, c'est l'Église catholique, mais en même temps, c'est aussi un peu sa limite. Je veux dire, elle agit dans le cadre de l'Église catholique. Par exemple, le soutien académique n'est accordé qu'à des prêtres et des religieux catholiques. D'après ce que je sais. Peut-être que tu vas me contredire. Il y a quelques petites exceptions. Il y a quelques récentes. exceptions. Oui. Alors des orthodoxes des pays slaves et même un copte orthodoxe. Mais toujours des religieux ou des ecclésiastiques, pas des laïcs. Il y a parfois quelques exceptions aussi. D'accord. Bon. D'autres. C'est l'Église d'Orient catholique. Non. D'autres. Ce n'est pas l'Église d'Orient, non. Non, moi j'ai une question concernant justement le thème qui est la conservation de la mémoire. Et on a constaté par exemple en Syrie que la passion pour la langue kurde, depuis maintenant une vingtaine d'années au moins, est quasi générale dans toutes les régions où les Kurdes sont majoritaires, ou en tout cas en grand nombre. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a assisté à une irruption d'écrivains, de romanciers et de poètes
kurdes, mais qui écrivent en arabe. Bon, je crois que cela n'est jamais arrivé dans l'histoire récente du pays. Aujourd'hui, on peut citer comme ça de mémoire une dizaine de noms qui sont parmi les meilleurs poètes et romanciers syriens, kurdes, et qui sont kurdes, c'est-à-dire qui se veulent kurdes, quoi, qui ne sont pas honteux, bon, mais qui écrivent en arabe. Comment expliquez-vous ça? Écoutez, comment expliquer que Casanova a écrit ses mémoires en français? C'est-à-dire qu'effectivement, on a envie d'être lu par un public beaucoup plus large, peut-être de sensibiliser également le public arabophone. Oui. Et d'ailleurs, le plus grand écrivain de langue turque, Yaşar Kemal lui-même, est un Kurde. De même que le musicien, les grands écrivains, à tel point qu'on avait un humoriste turc, celui-là vraiment turc, Aziz Nesin, qui était venu nous rendre visite à l'Institut. Et Aziz Nesin. Et voyant nos magazines linguistiques, voyant nos magazines linguistiques, il a dit, c'est quoi ça? J'ai dit, on essaye de réformer, de normaliser la langue kurde. Il a dit, vous allez réussir. J'ai dit, pourquoi? Il a dit, vous avez réussi à nous inventer une langue turque qui n'existait plus parce que l'ottoman était un mélange de tout ça. Et il m'a cité la liste des écrivains, Yaşar Kemal, Orhan Kemal, etc. En disant maintenant, après avoir fait du travail pour les autres, maintenant c'est votre tour. Et ça m'a rappelé la prière antique des Kurdes. D'ailleurs, ma mère continue de la pratiquer comme ça. On dit, mon Dieu, viens en aide à 72 nations et ne nous oublie pas. Alors j'ai dit, on est toujours sur la liste d'attente parce que là, ça c'est la tradition vraiment ancienne. Mais chez les Kurdes de Syrie, effectivement, et chez les Kurdes d'Irak, longtemps ça a été le cas. Maintenant, ils publient de plus en plus en kurde. Parce qu'il y a aussi un lectorat, il y a les médias, etc. Il y a une vingtaine d'universités, il y a tout ça. Et qu'en est-il de la conservation de la culture arménienne aussi? Vous avez une idée comment ça se passe dans les pays du Proche-Orient en ce moment? Alors, Tigran est parti. Moi, je ne travaille vraiment pas sur le Proche-Orient, malheureusement. Non. Je ne pourrais pas dire n'importe quoi, peut-être... Parce que là aussi, je crois que pendant de longues années, aussi bien Beyrouth que Calep ont été des centres extrêmement vivants de culture arménienne. Et moi, je me rappelle très bien de livres, d'ouvrages en nombre d'imprimeries arméniennes, de la presse, y compris, je crois, un journal quotidien qui sortait à Beyrouth. Il y en avait n'est-ce pas? 3 même. Voilà. Il en reste plus que 2. Oui. Bon. Et donc, il y a une tradition de l'enseignement chez les Arméniens. Il y avait 3000 établissements scolaires arméniens dans l'Empire ottoman, privés, attachés au patriarcat. Donc les structures internes, ce modèle a été recopié dans les communautés arméniennes du Liban, de Syrie, du Proche-Orient en général. Et l'arménophonie s'est bien conservée grâce à une presse, à une édition, à du théâtre. Il y a un savoir-faire ancien là-dessus. Tout à fait. Ils n'ont pas innové. Et la langue est en plus... La langue moderne est standardisée, en gros, depuis la deuxième moitié du 19e. Elle est fixée. Donc, mais si votre question portait sur le temps très présent, enfin, c'est vrai que l'UNESCO a classé l'arménien occidental. Oui, mais donc parler au Proche-Orient, hein, c'est pas fondé sur la communauté de France, par exemple, mais sur les communautés arméniennes du Proche-Orient, et elle a classé l'arménien occidental langue en danger. Hein, langue en péril, même peut-être. Enfin, il y a plusieurs gradations de l'arménien et dorénavant menacé au cœur même donc, de ces communautés les plus arménophones qui existent pour ce qui est de l'arménien occidental, parce que l'arménien oriental est évidemment l'arménien de l'Arménie, et donc il n'a pas cette menace. Okay. Merci. D'autres questions, interventions? Alors, on va accepter l'invitation de notre ami et merci beaucoup de votre présence. Je remercie nos 3 conférenciers. Merci beaucoup.